Sa clé glissa dans la serrure de la porte d'entrée avec une précision délicate, ne laissant rien transparaître de la tempête qui faisait rage en lui. Zachary Monroe était rentré. Son vol de Bruxelles avait atterri 3 heures plus tôt que prévu, une heureuse panne mécanique ayant nécessité un changement d'avion à Londres, le mettant sur une connexion antérieure. Il n'avait même pas pris la peine de prévenir Tessa par SMS. Après 17 ans de mariage, la spontanéité était devenue une denrée rare. C'était peut-être sa première erreur. La maison était silencieuse, il était 21h47. Le panneau de sécurité clignotait, en vert alors qu'il le désarmait silencieusement avec des doigts d'expert. Il nota que le journal indiquait que l'alarme avait été activée à 19h13. Tessa était censée être de garde à l'hôpital universitaire de Georgetown jusqu'au matin. Les urgences en chirurgie pédiatrique n'attendaient pas la convenance de quiconque, surtout pas celle de la femme d'un ancien officier de renseignement militaire reconverti en consultant privé en cybersécurité. Ses bottes tactiques, portées par habitude plutôt que par nécessité, ne firent aucun bruit sur le marbre du hall d'entrée alors qu'il posait son bagage à main. L'odeur familière de sa maison, bois de santal et agrumes provenant de l'obsessionnelle collection de diffuseurs de Tessa, était recouverte de quelque chose d'autre, quelque chose de dissonant. Du vin, pas le Bordeaux qu'il réservait pour les occasions spéciales, quelque chose de moins cher, plus fruité. Ses narines frémirent légèrement, seule manifestation physique du radar qui s'activait dans son esprit. Le salon racontait sa propre histoire. 2 verres de vin dans l'évier, l'un avec une trace de rouge à lèvres corail, la teinte signature de Tessa. Un plaid froissé sur le canapé, qui avait été impeccablement plié quand il était parti 4 jours plus tôt. Subtil, mais pour Zachary Monroe, entraîné à détecter les irrégularités dans les zones de guerre les plus chaotiques, ces anomalies domestiques hurlaient. Il se déplaça dans la maison comme un fantôme, cataloguant les incohérences. Dans leur chambre, le lit était fait au carré, une manie compulsive de Tessa, mais les oreillers étaient disposés différemment. La douche dans la salle de bain principale était encore légèrement humide. Et le plus accablant de tout, la petite boîte en bois de rose sur la coiffeuse de Tessa était ouverte. À l'intérieur, le pendentif antique en émeraude qui avait appartenu à sa mère avait disparu. Tessa ne le portait jamais sans lui demander. C'était leur accord tacite. Le pendentif était trop précieux, trop chargé de souvenirs pour être traité à la légère. Zach s'assit sur le bord du lit, ses larges épaules parfaitement droites, le visage impassible comme du granit. Il sortit son téléphone et consulta le calendrier qu'il partageait. Tessa était bien prévue pour un quart de garde de 36 heures. Il ouvrit son ordinateur portable et se connecta au système de sécurité domestique, une installation sophistiquée qu'il avait personnellement améliorée grâce à son expertise en cybersécurité. Les caméras externes ne montraient rien d'inhabituel. Mais les journaux d'alarme silencieuses, qui enregistraient l'ouverture et la fermeture de chaque porte et fenêtre sans déclencher d'alerte sonore, racontaient une autre histoire. À 20h24 la nuit précédente, la porte de l'entrée latérale avait été ouverte et fermée 2 fois en l'espace de 3 heures, tandis que l'alarme principale restait désarmée. Pendant un instant, le doigt de Zachary plana au-dessus de ses contacts. Le nom de Tessa était mis en évidence. Puis, il ferma l'application sans appeler. Quelque chose de froid et de familier s'installa dans sa poitrine. La même froide détermination qu'il avait maintenue en vie pendant 3 missions et dans des zones de conflit où la confiance était un luxe que personne ne pouvait se permettre. Il ouvrit une application différente sur son ordinateur portable, l'une de sa propre conception, non accessible au grand public. En moins de 5 minutes, il avait activé les protocoles de surveillance à distance sur tous les appareils enregistrés sur leur réseau domestique. Caméra, microphone, enregistreur de frappe, des outils de son métier qu'il avait juré de ne jamais utiliser contre sa propre femme, jusqu'à présent. Se levant, il se dirigea vers le dressing qu'il partageait. Le côté de Tessa, méticuleusement organisé, codé par couleur, adapté à la saison, d'une précision chirurgicale, ne révéla rien. Mais Zach n'avait pas besoin d'indices évidents. Il s'agenouilla et appuya sur un loquet caché sous son porte-chaussures. Un double fond s'ouvrit silencieusement. Vide. L'espace où Tessa gardait autrefois son passeport et la bague de mariage de sa grand-mère, pour les mettre en sécurité, ne contenait plus que de la poussière. « Intéressant », murmura-t-il, le premier mot qu'il prononçait depuis son entrée dans la maison. Sa voix lui sembla étrangère, trop contrôlée, trop basse. Zachary referma le compartiment caché et remit tout exactement à sa place. Il prit une douche, lavant 20 heures de voyage international, puis s'habilla avec des vêtements propres. Il se prépara un shake protéiné dans la cuisine, essuya chaque surface qu'il touchait et réactiva le système de sécurité. Pour tout observateur, même Tessa avec son œil de chirurgien attentif, la maison aurait semblé intacte, exactement comme elle l'avait laissée. Zach prit son bagage à main et sortit par la porte d'entrée.
Il ne rentrerait pas cette nuit. Il avait besoin d'espace pour penser, pour planifier, pour confirmer ce que chaque instinct, affûté par des années de travail dans le renseignement militaire, lui criait avec une certitude absolue. Sa femme lui mentait. Et s'il y avait une chose que Zachary Monroe comprenait avec une clarté parfaite, c'était cet axiome du champ de bataille. La première victime de la guerre est la vérité. Dans le silence clinique de son Audi, il passa un seul appel. « Ici Monroe », dit-il lorsque la ligne se connecta. « J'ai besoin de matériel de surveillance, le pack complet. Utilisez le protocole Montana. » Il termina l'appel sans attendre de confirmation. Le protocole Montana, nommé d'après la propriété qu'il avait achetée en secret des années auparavant comme une option de secours, était clair. Pas de questions, pas de traces, pas de lien avec son nom. Alors qu'il se dirigeait vers le Four Seasons à Georgetown, la pluie commença à tomber, transformant les lumières de la ville en flou d'aquarelle. Il ne ressentait rien d'autre qu'une terrible clarté, comme l'instant avant de presser une gâchette. Tout ce qu'il découvrirait dans les jours à venir allait tout changer. Mais Zachary avait toujours compris une vérité fondamentale que la plupart des gens évitaient désespérément. Tout fini. Les mariages, les amitiés, la confiance. Ce n'était qu'une question de savoir comment la fin serait écrite. Et cette fois, il serait l'auteur. La suite présidentielle du Four Seasons coûtait 12 000 $ la nuit. Une extravagance impossible à cacher à Tessa si Zachary utilisait leur compte ou carte de crédit commun. Il paya en espèces, utilisant des documents d'identité liés à une société écran qu'il maintenait pour des tests d'intrusion chez des clients d'entreprise. L'ironie ne lui échappa pas. Les mêmes tactiques qu'il employait pour exposer les vulnérabilités des entreprises du Fortune 500 étaient maintenant déployées dans son propre mariage. Au matin, il avait établi un centre de commandement dans le spacieux salon de la suite. 3 ordinateurs portables bourdonnaient en synchronie, exécutant des opérations distinctes. L'un surveillant les flux de leur système de sécurité domestique, un autre traquant l'empreinte numérique de Tessa, et le troisième connecté à un système propriétaire que Zach avait développé pendant sa carrière militaire, un logiciel qui existait dans la zone grise entre la surveillance légale et la technologie de surveillance classifiée. Un léger coup à la porte signala l'arrivée de l'équipement qu'il avait demandé. Le livreur était discret, la cinquantaine, visage quelconque, portant un uniforme d'entretien d'hôtel qui lui conférait une invisibilité dans cet environnement haut de gamme. « Protocole Montana complet », dit l'homme sans préambule, poussant ce qui semblait être des mallettes à outils. Zachary hocha brusquement la tête. « Des complications ?»« Aucune, bien que votre délai soit ambitieux. »« C'est nécessaire. » L'homme, dont Zachary ne cherchait délibérément jamais à connaître le nom, partit sans un mot de plus. Leur association remontait à 10 ans. Pourtant, ils ne savaient presque rien l'un de l'autre. C'était plus sûr ainsi. Déballant les mallettes révéla un arsenal d'équipements de surveillance. Des caméras miniatures pas plus grandes que des boutons de chemise, des enregistreurs audio déguisés en objets ménagers ordinaires, des traceurs GPS plus petits que des timbres-poste, et divers intercepteurs numériques conçus pour capturer les signaux sans fil et les communications Bluetooth. Zachary travailla méthodiquement, préparant chaque appareil pour son déploiement. Ses mains bougeaient avec la précision mécanique de la mémoire musculaire, assemblant des composants qui deviendraient des yeux et des oreilles invisibles dans sa propre maison. La trahison qu'il soupçonnait exigeait une vérification. Des preuves froides et indiscutables qui résisteraient à un examen juridique. Parce que si ses soupçons se confirmaient, cela finirait au tribunal, et Zachary Monroe ne perdait jamais. À 10h13, son téléphone sonna avec une alerte. Tessa avait envoyé un SMS. « Tu me manques. L'opération a été longue. Je dors à l'hôpital. Rentrerai demain matin. Je t'aime. » Il fixa le message, analysant chaque mot avec le détachement d'un déchiffreur de code. L'heure de son dernier passage de carte à l'hôpital montrait qu'elle avait quitté le bâtiment à 20h47 la veille au soir. Elle n'était pas revenue. « Négligent », murmura-t-il, prenant une capture d'écran à la fois du SMS et du journal de sécurité de l'hôpital, auquel il avait accédé par une porte dérobée qu'il avait créée des mois auparavant. Non pas par suspicion à l'époque, mais par simple conscience de sécurité habituelle. Tout en maintenant la surveillance à distance, Zachary passa la journée à reconstituer leur vie commune à travers les dossiers financiers, les journaux d'appels téléphoniques et les rendez-vous du calendrier. Il créa une chronologie méticuleuse couvrant les 18 derniers mois, période où le comportement de Tessa avait commencé à changer de manière si subtile qu'il avait attribué au stress de sa promotion à la tête de département. Les motifs émergèrent lentement, puis avec une clarté indubitable. Des absences inexpliquées déguisées en obligations professionnelles, des retraits d'espèces non justifiés, des frais d'hôtel dans des lieux où aucune conférence médicale n'était prévue, et le plus accablant, un schéma de message texte vers un numéro non enregistré qui apparaissait et disparaissait de leur facture de téléphone portable. En fin d'après-midi,
Zach avait compilé suffisamment d'anomalies pour justifier la phase suivante. Il enfila des vêtements tactiques noirs et se rendit dans leur quartier, se garant à 3 pâtés de maison de leur domicile dans une rue calme. Il se déplaça à pied à travers les arrière-cours et les zones boisées entre les propriétés, approchant de sa propre maison par l'angle mort qu'il maintenait délibérément dans leur système de sécurité, une habitude professionnelle qu'il n'avait jamais imaginé servirait à un but aussi personnel. La maison était vide, comme prévu. Il désarma le système de sécurité et se déplaça méthodiquement dans chaque pièce, installant des dispositifs de surveillance dans des endroits stratégiques. Des caméras miniatures dans les luminaires, les détecteurs de fumée et les bouches d'aération, des enregistreurs audio dans la chambre, le bureau et la cuisine, et des traceurs GPS dans les bagages de Tessa, son sac à main et l'emplacement de la roue de secours de son SUV Mercedes. Dans leur chambre, il hésita près de son oreiller, submergé par une rare vague d'émotion. Pendant un instant, l'énormité de ce qu'il faisait, violer l'intimité de la femme qu'il aimait depuis près de 20 ans, menaça de submerger son détachement calculé. Puis son regard tomba sur l'espace vide dans la boîte en bois de rose où aurait dû se trouver le pendentif de sa mère, et le moment passa. Il acheva l'installation en 93 minutes, chaque appareil invisible à l'œil nu, mais transmettant sans faille au serveur sécurisé qu'il avait établi. Avant de partir, il collecta des échantillons d'ADN, la brosse à cheveux de Tessa, sa brosse à dents, et un verre d'eau sur sa table de chevet, plaçant chacun dans des contenants stériles séparés. Le test ADN était une précaution qu'il espérait inutile, mais les traitements de fertilité qu'ils avaient commencés 2 ans auparavant avaient suivi un schéma suspectement opportun. Après des mois où Tessa avait insisté sur le fait que la faible numération des spermatozoïdes de Zach était probablement la coupable, malgré des rapports médicaux peu concluants, elle avait soudainement annoncé sa grossesse pendant une période où il avait été déployé à l'étranger pendant 6 semaines. Le timing avait semblé miraculeux à l'époque. Maintenant, il semblait calculé. Alors que le crépuscule tombait, Zachary réactiva le système de sécurité domestique et disparut dans l'obscurité grandissante, ne laissant aucune trace de sa présence. De retour à l'hôtel, il mit en place des alertes automatisées qui le notifieraient de toute activité capturée par le réseau de surveillance. Puis il attendit, la patience aiguisée par son passé militaire le servant bien. La première règle de la collecte de renseignements, laisser la cible se révéler par ses propres actions. À 23h42, la première alerte arriva. La porte latérale de sa maison s'était ouverte. Les caméras de sécurité capturèrent Tessa entrant, non pas seule, mais accompagnée d'un homme grand, aux tempes argentées et portant un manteau coûteux. Zachary le reconnut immédiatement. Grant Whitman, président du conseil d'administration de l'hôpital et époux de la membre du congrès du 10e district de Virginie. Zachary regarda, sans expression, alors qu'il se déplaçait dans sa maison avec l'aisance familière de visiteurs réguliers. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre principale et que les mains de Grant Whitman se posèrent sur les boutons du chemisier de Tessa, Zach ne détourna pas les yeux. Il avait besoin de témoigner de chaque instant de trahison pour l'ancrer dans sa mémoire, comme un carburant pour ce qui allait suivre. Ce n'est que lorsque Tessa porta la main au pendentif en émeraude autour de son cou, le pendentif de sa mère, et murmura quelque chose qui fit rire Whitman, que Zachary coupa enfin le son. Certaines blessures étaient inutiles, même pour la collecte de renseignements. Dans le silence stérile de la suite d'hôtel, il ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un courriel à Martina Kraft, une avocate dont la réputation de cruauté dans les affaires de divorce très médiatisées lui avait valu le surnom de « l'exécuteur » dans les milieux juridiques de Washington. L'objet était simplement « contingence alpha ». La guerre avait commencé. Le bureau de Martina Kraft occupait tout le dernier étage d'un bâtiment discret à Foggy Bottom, assez loin du Capitole pour éviter les paparazzis politiques, mais assez près du pouvoir pour que ses clients, principalement l'élite de Washington, puissent s'y faufiler entre 2 auditions au Congrès et galas de collecte de fonds. Le décor était délibérément austère. Pas de photos de famille, pas de touches personnelles, juste des lignes épurées et de l'art moderne imposant qui communiquaient un seul message. C'était un endroit où la sentimentalité venait mourir. Zachary, le salua T.L., sans se lever de derrière son immense bureau en pierre volcanique noire. À 62 ans, Martina avait la précision affûtée d'un chirurgien et l'esprit tactique d'un général. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon sévère, son tailleur anthracite impeccablement coupé pour sa silhouette grande et mince. « Je vous attends depuis des années. » Zach leva un sourcil en s'asseyant en face d'elle. « Vous m'attendiez. »« Je fais mon affaire de savoir quels mariages sont vulnérables, » répondit-elle, tapotant des doigts manucurés sur un dossier fermé. « Le vôtre est sur ma liste de surveillance depuis que Tessa Monroe a commencé sa liaison avec Roger Bell il y a environ 14 mois. » Le nom frappa Zachary comme un coup physique. Roger Bell. Son ami, son conseiller juridique, l'homme qui avait rédigé leur testament et assisté à leur dîner d'anniversaire. Pour la première fois depuis la découverte de l'infidélité de Tessa,
le sang-froid de Zach se fissura, un resserrement à peine perceptible autour de ses yeux. « Je vois que c'est une nouvelle pour vous », observa Martina. Bell n'était que le premier. Grant Whitman est venu plus tard, il y a environ 8 mois. Il pourrait y en avoir d'autres. L'esprit de Zachary s'emballa, réévaluant tout. L'insistance de Roger pour que lui et Tessa signent des procurations médicales actualisées l'année dernière. Les conseils juridiques opportuns qui avaient amené Zach à structurer son entreprise de conseil en cybersécurité de manière à maximiser les revendications potentielles de Tessa. Les parties de pêche où Roger s'était montré exceptionnellement intéressé par les projets futurs de Zach. « Vous surveillez ma femme ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement basse. Les lèvres fines de Martina s'incurvèrent en quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Non, je surveillais Roger Bell. Il a l'habitude de s'impliquer intimement avec les épouses de ses riches clients. Je représente 3 de ses précédentes victimes. » Elle fit glisser un dossier sur le bureau. « Considérez cela comme une courtoisie professionnelle. Je ne partage pas souvent des renseignements avec des clients potentiels, mais votre réputation vous précède, Monsieur Monroe. Je crois que nous pensons de la même manière. » À l'intérieur du dossier se trouvaient des photos de surveillance datant de plus d'1 an, Roger et Tessa entrant dans un hôtel-boutique à Baltimore. Les 2 déjeunant dans un restaurant obscur à Annapolis. Roger donnant une petite boîte cadeau à Tessa devant l'hôpital. L'image la plus récente les montrait dans une étreinte intime dans le parking souterrain sous le bâtiment de bureau de Zachary il y a 3 semaines, alors qu'il était à une conférence sur la cybersécurité à Dubaï. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda Zachary, son esprit tactique cherchant immédiatement l'intérêt de Martina. « Parce que vous êtes sur le point de prendre des décisions qui détermineront la prochaine décennie de votre vie, » répondit-elle sans détour. « Et je préfère les clients informés. La question n'est pas de savoir si votre mariage est terminé. Il l'est. La question est de savoir si vous voulez la terre brûlée ou simplement la victoire totale. » Zachary ferma le dossier, sa décision déjà prise. « Je veux les 2. Et je veux discuter d'une théorie sur la paternité de ma fille. » Pendant l'heure qui suivit, ils esquissèrent une stratégie si complète qu'elle frôlait la guerre psychologique. Structure de protection d'actifs, requête de garde d'urgence, collecte stratégique de preuves, criminalistique financière. Chaque élément conçu non seulement pour gagner, mais pour anéantir toute possibilité que Tessa ou ses amants en sortent indemnes. « Il y a une complication », finit par dire Zachary. « Je ne veux pas d'une bataille judiciaire interminable qui fasse traverser l'enfer à ma fille. Elle a 4 ans. Elle croit que je suis son père biologique. » Martina l'étudia, son regard calculateur s'adoucissant légèrement. « Alors nous agirons rapidement et résolument. Je préparerai 2 jeux de documents. Un pour le dépôt public, relativement standard mais avec des conditions avantageuses pour vous, et un autre avec le dossier de preuve complet comme levier. Les choix de Tessa seront simples. Acceptez vos conditions discrètement ou regardez sa carrière, sa réputation et son avenir s'effondrer. Et Roger Bell, Grant Whitman, dommages collatéraux, dit Martina d'un ton désinvolte. À moins que vous n'ayez des plans spécifiques pour eux. Pour la première fois depuis son entrée dans son bureau, Zachary sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. J'ai toujours des plans spécifiques. Alors qu'il quittait le bureau de Martina, son téléphone sonna avec une alerte d'un de ses dispositifs de surveillance. Tessa appelait Roger Bell. Il se connecta au flux audio juste à temps pour entendre sa voix. Tiraillée par une inquiétude inhabituelle. « Quelque chose ne va pas », disait-elle. Le coffre-fort chez Meridian Trust. Quelqu'un y a eu accès. Les documents ont disparu. « C'est impossible, » répondit la voix de Roger. « Personne d'autre n'a d'autorisation. »« Vous êtes sûr ? » Les images échographiques ont disparu, Roger. Le test de paternité original aussi. Si Zach trouve ça. Il ne le fera pas, l'assura Roger, bien que Zachary détectât le courant de peur dans la voix de son avocat. Ils sont probablement juste égarés dans la boîte. Je demanderai à mon assistant de vérifier les journaux d'accès. Ce n'est pas une erreur administrative, siffla Tessa. Quelqu'un les a. Et le nouveau transfert vers le compte des Caïmans n'a pas abouti. La banque a dit qu'il y avait un blocage de sécurité. Zachary se déconnecta du flux, une froide satisfaction s'installant dans sa poitrine. Le coffre-fort avait effectivement été accédé par un ancien spécialiste de la NSA qui travaillait désormais comme consultant en sécurité pour Martina Kraft. Et le transfert échoué n'était que le premier tremblement du séisme financier que Zachary avait mis en marche. Il prit son téléphone et composa un numéro de mémoire. « C'est Monroe », dit-il lorsque la ligne se connecta. « J'ai besoin que la maison du Montana soit préparée pour occupation. » Et lancer le protocole ECHO pour Biotech Holdings. Le protocole ECHO,
la démolition contrôlée d'actifs numériques et financiers appartenant à une entité hostile. Dans ce cas, la start-up de recherche biomédicale que Roger Bell avait secrètement établie en utilisant des informations privilégiées provenant de sa position au conseil d'administration de l'hôpital de Grant Whitman, financée en partie par de l'argent siphonné des comptes professionnels de Zachary via des structures juridiques manipulées conçues par Roger. Au matin, leur plan d'évasion financier soigneusement construit serait en ruine. Mais ce n'était que la salve d'ouverture. La véritable dévastation viendrait de ce que Zachary planifiait ensuite. Une frappe de précision à l'intersection de leur réputation professionnelle, de leurs relations personnelles et de leurs perspectives d'avenir. La guerre avait des règles, mais la trahison exigeait une annihilation totale. La propriété en Caroline du Nord s'étendait sur 87 acres de forêt dense à l'extérieur d'Asheville, accessible uniquement par une seule route privée avec 3 points de contrôle de sécurité distincts. Zachary l'avait acheté par le biais d'une série de sociétés écrans 5 ans plus tôt, une police d'assurance qu'il avait espéré ne jamais avoir à encaisser. La maison principale était une forteresse moderne déguisée en retraite de luxe en montagne. Murs renforcés, fenêtres blindées, communications sécurisées et suffisamment de provisions pour maintenir les occupants pendant toute crise concevable. C'est là que Zachary amena Lily, sa fille de 4 ans, pour ce qu'il dit à Tessa être un week-end spécial père-fille pendant qu'elle assistait à une conférence chirurgicale inventée à Baltimore. Un mensonge qu'elle ne pouvait pas contester sans révéler sa propre tromperie. « Maman vient plus tard ?» demanda Lily alors qu'il passait le dernier portail de sécurité, son petit visage pressé contre la fenêtre de son Range Rover, les yeux écarquillés à la vue d'un cerf bondissant entre les pins. « Pas cette fois, mon cœur, » répondit Zachary, sa voix douce d'une manière que peu de gens connaissaient. « C'est notre endroit spécial. » Il la regarda dans le rétroviseur, des boucles sombres et des yeux sérieux. Ses traits, un mélange parfait de la structure osseuse délicate de Tessa et de la coloration de quelqu'un d'autre, pas la sienne. Le test ADN avait confirmé avec 99,97% de certitude qu'il n'était pas le père biologique de Lily, mais la génétique était désormais hors de propos. Elle était sa fille dans toutes les manières qui comptaient. La maison apparut, une structure étendue de pierre et de verre qui semblait émerger organiquement du flanc de la montagne. Alors qu'il se garait, Elena Vasquez apparut sur la large véranda avant. La soixantaine passée, Elena avait été la coordinatrice de terrain de Zachary pendant ses jours de renseignement militaire avant de prendre un rôle de consultante dans sa firme de cybersécurité. Elle était la seule personne, à part Martina, à connaître toute l'étendue de son plan. « Monsieur Monroe », le salua-t-elle formellement, puis éclata en un sourire chaleureux pour Lily. « Et vous devez être la princesse dont j'ai tant entendu parler. » Lily se cacha timidement derrière la jambe de Zachary jusqu'à ce qu'Elena mentionne les chevaux dans l'écurie derrière la maison. À ce moment-là, la timidité céda la place à des questions excitées. « Emmenez-la les voir, » dit Zachary, tendant un sac de voyage à Elena. « J'ai besoin d'installer mon bureau. » Une fois seul, il transforma l'une des pièces sécurisées de la maison en centre de commandement, plus sophistiqué que ne l'avait permis la suite d'hôtels. Plusieurs écrans affichaient des flux de surveillance en temps réel, des systèmes de surveillance financière et le réseau complexe de déclencheurs numériques qu'il avait établi autour des activités de Tessa. Son téléphone sonna. « Les documents ont été signifiés il y a 20 minutes, » rapporta Martina Kraft sans préambule. Les deux jeux. Son visage quand elle a réalisé ce que vous savez. Quelque chose, selon mon huissier. Et les blocages sont complets. Services bancaires, carte de crédit, accès sécurisé à votre résidence et vos bureaux à Washington. Elle a essayé d'utiliser ses identifiants d'hôpital pour accéder à vos dossiers médicaux, cherchant sans doute un levier, mais cet accès a été révoqué également. Zachary hocha la tête, bien que Martina ne pût le voir. Elle appellera Roger ensuite. Puis Grant. C'est déjà en cours, confirma Martina. Belle est paniquée. La notification de la SEC concernant Biotech Holdings est arrivée dans sa boîte de réception il y a 1 heure. Gel préliminaire de tous les actifs en attendant l'enquête. Et le dépôt de la demande de garde. Le juge Carson là. Étant donné les preuves d'aliénation parentale et de risque de fuite potentielle, il est enclin à accorder l'ordonnance d'urgence, surtout avec les preuves financières de ses plans de quitter le pays avec Lily. Des preuves que Zachary avait méticuleusement construites, vraies dans leur essence, sinon dans chaque détail. Tessa avait effectivement recherché la vie à l'étranger avec un enfant et consulté un avocat spécialisé en garde internationale. Le contexte aurait pu être théorique, mais les miettes numériques étaient accablantes lorsqu'elles étaient présentées aux côtés de ses liaisons et de ses manœuvres financières. Elle niera tout, dit Zachary, regardant un flux de surveillance montrant Tessa faisant les 100 pas dans leur maison de Georgetown, le téléphone pressé contre l'oreille. Bien sûr. Mais le déni nécessite de la crédibilité. D'ici demain, il lui en restera très peu. Le ton de Martina était empreint d'une satisfaction sinistre.
Le conseil d'administration de l'hôpital reçoit la plainte d'éthique à 9 heures. Le bureau du député Whitman reçoit la documentation financière montrant que l'argent de sa femme a financé Biotech à 10 heures. Et le comité de discipline de l'ordre des avocats reçoit les preuves concernant Roger Bell à midi. Parfait, dit Zachary. Puis, plus doucement, comment est la sécurité de cet endroit? Martina comprit la vraie question. Personne ne vous trouvera, ni Lily. L'ordonnance de garde rend votre arrangement actuel entièrement légal. Même si Tessa parvenait à vous tracer jusqu'en Caroline du Nord, les registres fonciers mènent à une impasse. Après avoir terminé l'appel, Zachary se tint à la fenêtre, observant Lily au loin, riant en donnant une carotte à une douce jument sous la surveillance d'Helena. Pendant un instant, le doute s'insinua. Détruisait-il son monde aussi complètement que Tessa avait détruit le sien? Non. Il protégeait Lily de l'effondrement inévitable. Mieux valait une démolition contrôlée qu'un échec structurel catastrophique avec elle prise sous les décombres. Son téléphone sonna avec un SMS d'un numéro inconnu. Effraction de sécurité à la propriété Montana. Mécanique uniquement. Surveillance humaine suspectée. Montana. Le mot de code pour sa maison de Georgetown. Quelqu'un la surveillait, probablement en utilisant les mêmes tactiques qu'il employait lui-même. Tessa devait avoir engagé une sécurité privée. C'était une évolution attendue, mais elle était arrivée plus tôt que prévu. Il allait devoir accélérer le calendrier. Zachary tapa une seule réponse, initier protocole Sierra. Le protocole Sierra, nommé d'après la Terre brûlée, était la phase finale de son plan. Il ne laisserait aucune place aux contre-attaques ou à la réconciliation. Au matin, les vies de tous ceux qui l'avaient trahi seraient irrévocablement altérées. Une petite voix interrompit ses pensées. « Papa, viens voir les chevaux », appela Lily depuis l'embrasure de la porte, son visage rougi par l'excitation. Il se détourna de la fenêtre, forçant ses traits à prendre un sourire qui masquait le froid calcul derrière ses yeux. « Viens, mon cœur. » Pendant le reste de la journée, Zachary se compartimenta avec une précision militaire. Père dévoué pendant le dîner, les histoires du coucher, et pour Border Lily, stratège impitoyable pendant les heures après qu'elle se soit endormie. Il déplaça des actifs numériques, authentifia des documents et coordonna avec un réseau d'alliés dont la loyauté avait été sécurisée par des années de construction minutieuse de relations. À 3h17 du matin, le premier dossier de preuve fut automatiquement livré à chaque membre du comité d'éthique de l'hôpital. Des séquences vidéo de Tessa Monroe et Grant Whitman dans des situations intimes sur la propriété de l'hôpital, accompagnées de dossiers financiers montrant un traitement préférentiel pour les projets de recherche de Whitman. À 4h22, la membre du Congrès Diana Whitman reçut un courriel anonyme contenant la preuve de l'affaire de son mari et de son détournement de fonds de campagne pour la financer. À 5h45, les associés gérants du cabinet de Roger Bell se virent présenter des preuves qu'il avait systématiquement trahi la confidentialité des clients tout en se livrant à des conflits d'intérêts si flagrants qu'ils menaçaient l'existence même du cabinet. À l'aube, les ennemis de Zachary se battaient pour leur survie professionnelle, ignorant que ces révélations dévastatrices n'étaient que la face visible d'une destruction bien plus profonde qui se déroulait en coulisses, dans leurs comptes bancaires, leurs empreintes numériques et leur vulnérabilité juridique. Helena le trouva dans le centre de commandement alors que le soleil levant peignait les montagnes d'or et de cramoisie. Elle déposa une tasse de café noir à côté de son clavier sans commentaire. « C'est fait » demanda-t-elle finalement, sa voix neutre. Zachary leva les yeux de ses écrans, ses yeux injectés de sang m'éclairent. Phase 1 est terminée. La phase 2 commence à l'audience préliminaire. Et après ça? Il se tourna de nouveau vers les moniteurs où Tessa pouvait être vue emballant frénétiquement une valise dans leur chambre, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle criait dans son téléphone. « Après ça, » dit-il doucement, « rien ne sera plus jamais comme avant. » Le conseil d'administration de l'hôpital universitaire de Georgetown se réunit en session d'urgence à 7h30, 2 heures avant l'heure prévue de leur réunion mensuelle régulière. La salle de conférence, normalement lieu de discussion mesurée sur les budgets et les protocoles médicaux, crépitait de tension alors que Grant Whitman se retrouvait face à ses collègues non pas en tant que président, mais en tant qu'objet de leur délibération. « Ces allégations sont absurdes », déclara Whitman, ses cheveux argentés impeccablement coiffés malgré leur matinale et la crise qui les avait tous arrachés à leur petit déjeuner. Une tentative claire de diffamation par un employé mécontent. La conseillère générale de l'hôpital, une femme qui avait bâti sa carrière à naviguer les violations d'éthique médicale, fit glisser un autre dossier sur la table en acajou poli. Ce ne sont pas de simples allégations, Dr Whitman. Les preuves incluent des relevés de cartes d'accès horodatées vous montrant, vous et le Dr Monroe, entrant dans des zones restreintes après les heures de travail, des transactions financières vous liant à des allocations de fonds de recherche douteuses, et... Elle hésita, son attitude professionnelle vacillant momentanément.
Une documentation vidéo que je ne décrirai pas dans ce forum. Avant que Whitman ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Un jeune assistant entra, visiblement mal à l'aise, et murmura quelque chose à la conseillère générale. L'expression de la femme se durcit alors qu'elle hocha la tête. « Il semble, annonça-t-elle à la salle silencieuse, que le Washington Post a reçu la même documentation que nous. Il demande un commentaire pour un article qui paraîtra dans l'édition de demain. » De l'autre côté de la ville, dans la maison de bon goût de Kalorama Heights de la membre du Congrès Diana Whitman, une scène similaire se déroulait avec considérablement plus de volume. 23 ans de mariage. Fulmina Diana, lançant un vase antique contre le mur à côté de la tête de son mari avec la précision d'une ancienne lanceuse de softball universitaire. 3 campagnes où je me tenais souriante à côté de toi pendant que tu draguais une chirurgienne moitié moins âgée que moi. Grant Whitman se baissa alors qu'un presse-papier en cristal, un cadeau d'un donateur important, se brisait contre la bibliothèque. Diana, s'il te plaît, on peut arranger ça. Les allégations sont sorties de leur contexte. Contexte. Elle poussa un rire sans humour. Le contexte est que tu as utilisé ma liste de donateurs de campagne pour financer ta petite start-up médicale avec ta maîtresse. Le contexte est que tu m'as fait passer soit pour une idiote, soit pour une co-conspiratrice. Le contexte est que le comité d'éthique se réunit dans 2 heures et que mon chef de cabinet a reçu des demandes du ministère de la Justice. Avant que Grant ne puisse former une réponse, leurs 2 téléphones vibrèrent simultanément, un événement inhabituel qui fit immédiatement cesser la bataille conjugale. Ils saisirent leurs appareils avec le mouvement synchronisé d'un couple marié depuis longtemps, une ironie qui n'échappa pas à Diana. Des alertes de dernière minute illuminèrent les 2 écrans, président du conseil d'administration de l'hôpital et chirurgien éminent suspendu dans le cadre d'une enquête éthique. L'article ci-dessous présentait le portrait officiel de Grant à l'hôpital aux côtés d'une photo spontanée de Tessa Monroe en tenue de bloc opératoire. Diana leva les yeux de son téléphone, ses instincts politiques calculant déjà les mesures de contrôle des dégâts nécessaires. « Sors d'ici, dit-elle, sa voix soudainement calme. Ma sécurité te conduira à un hôtel. Mon avocat contactera le tien d'ici midi. » Dans un 3e lieu, les bureaux prestigieux de Bell, Richardson et Walsh. L'associé principal Roger Bell faisait face à un règlement de compte différent mais tout aussi dévastateur. Les associés gérants du cabinet s'étaient réunis dans la salle de conférence qui portait leur nom sur des portes en verre dépoli. Les preuves rassemblées devant eux documentaient des années de violations éthiques, de rupture de confidentialité, de conflits d'intérêts et d'exploitation systématique des informations des clients à des fins personnelles. L'ordre des avocats a été notifié, dit l'associé principal Walsh, poussant ses lunettes sur son nez. Ils ont accéléré l'examen, compte tenu de la nature sensible des accusations. C'est un malentendu, insista Roger, des perles de sueur sur le front malgré la climatisation agressive de la pièce. Je peux tout expliquer. Expliquer avoir trahi Zachary Monroe? Demanda Richardson, les sourcils levés. Un client qui vous a fait confiance pour ses intérêts commerciaux et ses affaires juridiques personnelles pendant que vous couchiez avec sa femme? Un homme qui, je me sens obligé de vous le rappeler, possède de vastes connexions dans les agences de renseignement fédérales? Roger Pallet. Zach ne sait pas. Il ne peut pas. Walsh fit glisser son téléphone sur la table, affichant un article de presse. Les preuves suggèrent le contraire. L'article détaillait l'effondrement soudain de Biotech Holdings dans le cadre d'enquêtes de la SEC sur les délits d'initiés et les irrégularités financières. L'action de la société, qui se préparait à une introduction en bourse très attendue, avait chuté de 87% en bourse avant l'ouverture. Parmi les personnes nommées dans l'enquête figuraient le Dr Grant Whitman, Roger Bell et le Dr Tessa Monroe. Votre partenariat est suspendu avec effet immédiat, annonça Walsh. La sécurité est en train d'emballer votre bureau. Nous attendons votre démission avant la fin de la journée de travail. Au même moment exact, dans une élégante tour de bureau du centre-ville, Zachary Monroe était assis face au chef de la division des crimes financiers du FBI, présentant une sélection soigneusement choisie de preuves qui impliquait Roger Bell et Grant Whitman dans un stratagème de fraude sophistiqué, tout en excisant soigneusement tous les détails susceptibles de révéler sa propre participation à la découverte ou à la compilation des preuves. J'ai découvert ces irrégularités lors d'un audit de sécurité de routine, expliqua Akari, son attitude professionnelle et coopérative. Compte tenu de la nature sensible des informations et des individus impliqués, je me suis senti obligé de vous les apporter directement. Le directeur du FBI, un enquêteur de carrière qui avait connu Zachary pendant ses jours de renseignement militaire, hocha la tête pensivement. C'est complet, Zach. Presque comme si vous aviez construit ce dossier pendant des mois. Zachary soutint son regard avec fermeté. Juste approfondi, monsieur.
Quand je découvre une violation, je documente tout. Alors qu'il quittait le bâtiment fédéral 30 minutes plus tard, Zachary reçut un SMS de Martina Kraft. Requite accordée. Garde temporaire complète attribuée. Audience fixée à mardi prochain. Tout se déroulait selon le plan. Les frappes préliminaires avaient touché avec une précision dévastatrice, isolant Tessa de son réseau de soutien et de ses ressources. Juste au moment où la bataille juridique pour la garde de Lily commençait sérieusement, son téléphone sonna. Le numéro de Tessa. Après 3 jours d'appels ignorés, il finit par répondre. « Pourquoi tu fais ça ?» Sa voix était à peine reconnaissable. Enroué par les pleurs ou les cris, ou les deux. « Tu sais pourquoi ?» répondit-il, son ton neutre alors qu'il marchait vers sa voiture. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer si tu veux juste. » Expliquer les liaisons, la fraude à la paternité, le vol financier, la conspiration avec mon avocat. Chaque question atterrissait comme un coup physique. Ou peut-être voudrais-tu expliquer pourquoi tu portes le pendentif en émeraude de ma mère en couchant avec Grant Whitman dans notre lit. L'inspiration brusque lui indiqua qu'elle n'avait pas réalisé qu'il avait vu cette trahison-là. « Zach, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Où est Lily ? J'essaie de joindre l'école, mais ils ne me disent rien. Elle est en sécurité avec moi. Les documents de garde légale ont été fournis à son école. Tu ne peux pas faire ça. » La colère remplaça le désespoir. « Je suis sa mère. L'êtes-vous » Sa voix resta calme. « Parce que la documentation que j'ai suggère que vous avez planifié de la sortir du pays, sans ma connaissance ni mon consentement. Documentation qui est maintenant entre les mains du juge de la cour de la famille. C'est un mensonge. Je n'ai jamais. Gardez ça pour l'audience, Tessa. Vos mensonges ne fonctionnent plus. » Il mit fin à l'appel et se glissa dans sa voiture, programmant le système de navigation pour le long trajet de retour vers la Caroline du Nord. Alors qu'il s'engageait sur l'autoroute, un SUV noir sortit 2 voitures derrière lui. Le même véhicule qu'il avait aperçu près du siège du FBI 20 minutes plus tôt. Surveillance amateur. Provisable. Il fit un changement de voix soudain, puis un autre, confirmant ses soupçons lorsque le SUV imita ses mouvements avec une urgence maladroite. Tessa avait engagé quelqu'un, probablement sur la recommandation de Roger, avant que leur monde n'explose. Zachary s'autorisa un mince sourire en tapant une séquence sur son téléphone, activant une cascade de contre-mesures. Sa plaque d'immatriculation changea électroniquement de chiffre et la signature GPS de la voiture commença à émettre depuis un véhicule fantôme se dirigeant vers Baltimore. Laisse-les chasser des fantômes. Il avait des choses plus importantes à faire. Lily peignait à la table de la cuisine lorsque Zachary rentra à la propriété en Caroline du Nord l'après-midi suivant. Son petit visage ridé par la concentration alors qu'elle tournait des aquarelles sur du papier épais. Elena se tenait à proximité, coupant des légumes pour le dîner avec les mouvements précis de quelqu'un qui avait autrefois démonté des armes dans des zones de guerre active. Pas à pas. Lily abandonna son œuvre d'art pour se jeter dans ses bras. « Je t'ai fait un dessin des chevaux. » Zachary la souleva, respirant l'odeur de ses cheveux. Shampoing pour bébé Johnsoness, et cette douceur indéfinissable unique aux enfants. Dans ces moments, la partie froide et tactique de son esprit reculait, remplacée par quelque chose de féroce et de protecteur qui aurait surpris quiconque ne connaissait que sa persona professionnelle. « C'est magnifique, » dit-il, examinant le flou coloré qu'elle lui montrait fièrement. « On va l'accrocher dans un endroit spécial. » Après le dîner, macaroni au fromage qu'Elena avait préparé avec la même intensité qu'elle apportait autrefois au briefing de mission, Zachary borda Lily avec 3 histoires et la promesse que le lendemain, ils exploreraient le ruisseau qui traversait la propriété. « Quand est-ce que maman vient ?» demanda Lily d'une voix endormie, serrant l'éléphant en peluche que Zachary avait apporté de leur maison de Georgetown. Il lui écarta des boucles du front. « Maman a un travail important à l'hôpital, mais toi et moi, on va passer un merveilleux moment ici. Comme en vacances. » Exactement comme en vacances. Une fois qu'elle fut endormie, Zachary se retira dans son centre de commandement où Elena l'attendait avec du café frais et une tablette affichant des mises à jour des nouvelles. « La destruction est complète, » observa-t-elle, faisant défiler les gros titres. La femme de Whitman a demandé le divorce. Ses actifs sont gelés. L'hôpital l'a suspendu en attendant l'enquête. Bell a été expulsée de son cabinet d'avocat et l'ordre des avocats a ouvert une enquête formelle. Et votre femme ? Elle marqua une pause, jetant un coup d'œil à Zachary. La docteure Monroe, corrigea-t-il doucement. Elle n'est plus ma femme, sauf légalement, et c'est temporaire. Elena hocha la tête, respectant la limite. La docteure Monroe a été suspendue de ses fonctions chirurgicales.
Le comité d'éthique de l'hôpital examine les allégations de faute professionnelle, de relations inappropriées avec un supérieur et de détournement de fonds de recherche. Et les mesures financières complètes. Tous les comptes joints sont gelés. Ces comptes personnels ont été signalés pour activités suspectes. Une dénonciation anonyme a suggéré des liens avec l'enquête sur Biotech Holdings. Carte de crédit refusée. Le bail de son cabinet privé a été résilié pour violation de clause d'éthique. Elle a tenté d'accéder à votre résidence secondaire à Bethesda, mais les serrures avaient déjà été changées conformément à l'ordonnance judiciaire temporaire. Zachary absorba cette information avec un calme extérieur, bien qu'intérieurement, il ne ressentit qu'une froide satisfaction. Le démantèlement systématique de la vie de Tessa, professionnelle, financière et personnelle, se déroulait exactement comme prévu. Il y a plus, continua Helena. Elle a engagé Malcolm Reed comme avocat. C'était inattendu. Reed était un formidable avocat spécialisé en divorce dont la réputation de tactiques agressives égalait celle de Martina Kraft, bien que ses méthodes tendaient vers le spectacle public plutôt que vers la précision chirurgicale. Choix intéressant, murmura Zachary. Il est autant spécialisé en gestion des médias qu'en stratégie juridique. Elle va essayer de contrôler le récit. Elle a déjà commencé, confirma Helena, affichant un site d'information locale. Reed a publié un communiqué présentant le Dr Monroe comme la victime d'une campagne vindicative orchestrée par un mari manipulateur ayant de dangereuses connexions gouvernementales. Il la positionne comme une lanceuse d'alerte réduite au silence pour avoir découvert des violations éthiques dans le travail de cybersécurité de son mari avec des agences fédérales. Zachary lut l'article attentivement. C'était un angle astucieux, tentant de recadrer Tessa comme une figure héroïque ciblée par des forces gouvernementales obscures. Si cela prenait de l'ampleur, cela pourrait compliquer l'audience de garde. Elle est désespérée, conclut-il. Ce récit s'effondre sous un examen minimal. Mes contrats gouvernementaux sont tous publics et régulièrement audités. Mais la perception compte en cours de la famille, lui rappela Helena. Et Reed sait comment manipuler l'opinion publique. C'est pourquoi nous ne mènerons pas cette bataille en public. Zachary ouvrit une application de messagerie sécurisée et tapa une brève instruction à Martina Kraft. Reed fait son mouvement. Implémenter le protocole échec et mat. Le protocole échec et mat était l'élément final de leur stratégie, une contre-attaque dévastatrice qui rendrait l'offensive juridique et de relations publiques de Tessa non seulement inefficace, mais catastrophiquement autodestructrice. Qu'en est-il de l'audience ? Demanda Helena. Nous procéderons comme prévu mardi à 10 heures. Zachary ferma les sites d'information et afficha les flux de sécurité du périmètre de la propriété. Mais d'abord, nous avons des visiteurs à préparer. Helena haussa un sourcil. Vous attendez de la compagnie. Le communiqué de Reed a mentionné mes dangereuses connexions gouvernementales pour une raison. Il jette les bases pour prétendre que j'ai utilisé les ressources fédérales comme arme contre sa cliente. Zachary houma sur la séquence de sécurité, montrant la route sinueuse menant à la propriété. Ce qui signifie qu'il va envoyer quelqu'un pour trouver des preuves de cela ici. Comment trouveraient-ils cet endroit? Ils ne le trouveront pas. Pas directement. Mais l'enquêteur privé que Tessa a engagé a suivi une piste de miettes que j'ai délibérément laissée, juste assez pour les mener à la vicinity générale. Il consulta sa montre. J'estime leur arrivée dans les 12 prochaines heures. Helena se redressa, sa posture changeant subtilement pour adopter la ridine alerte d'une opératrice. Quel est le plan? Laissez-les s'approcher suffisamment pour qu'ils croient avoir trouvé quelque chose, puis assurez-vous qu'ils trouvent exactement ce que nous voulons qu'ils trouvent. Zachary afficha les schémas de la propriété. Nous devons préparer une scène convaincante, une qui semble accablante au premier abord, mais qui sapera complètement le récit de Reed lorsqu'elle sera examinée au tribunal. Ils travaillèrent toute la nuit, aménageant la maison d'amis de la propriété avec une attention méticuleuse aux détails. Photos de Lily l'air heureuse et bien soignée. Documentation des liaisons de Tessa arrangées comme si Zachary avait constitué un dossier pendant des mois. Dossier financier montrant les comptes secrets de Tessa. Et le plus accablant, une copie du test de paternité original qui prouvait que Zachary n'était pas le père biologique de Lily. À 4h17 du matin, les capteurs de périmètre détectèrent 2 véhicules approchant sur la route privée. Plus tôt que prévu. Zachary suivit leur progression à travers des caméras de vision nocturne déguisées en lumière de sécurité ordinaire. 3 hommes en tenue tactique se déplaçaient avec la coordination exercée d'anciens militaires ou agents des forces de l'ordre travaillant désormais dans le secteur privé. Ils sont bons, observa Helena, observant leur approche méthodique. Pas assez bons, répondit Zachary. Il tapota une commande sur sa tablette et un éclairage paysager subtil s'activa le long d'un chemin particulier. Un chemin qui semblait aléatoire mais qui guiderait inconsciemment les intrus vers la maison d'amis plutôt que vers la résidence principale.
Pendant qu'Elena restait dans le centre de commandement, surveillant les flux de sécurité, Zachary se déplaça silencieusement à travers la maison principale jusqu'à la chambre de Lily. Elle dormait paisiblement, inconsciente de l'intrusion. Il souleva doucement sa petite forme toujours endormie, la portant jusqu'à la pièce sécurisée dissimulée derrière une bibliothèque dans son bureau. Une précaution probablement inutile, mais qu'il ne risquerait pas de négliger. L'espace était confortable, conçu pour être un sanctuaire plutôt qu'une prison. Un petit lit, des installations sanitaires, un système de divertissement et des provisions alimentaires suffisantes pour plusieurs jours. Lily bougea à peine alors qu'il la posait sur le lit et la couvrait d'une couverture. De retour au centre de commandement, Zachary regarda les intrus découvrir la maison d'amis, exactement comme il l'avait anticipé. Ils se déplacèrent dans l'espace avec une efficacité professionnelle, photographiant des documents et cherchant du matériel de surveillance, n'en trouvant aucun car Zachary avait délibérément laissé la maison d'amis vierge. Ils devinrent plus audacieux, collectant des preuves physiques qu'ils croyaient servir les intérêts de leur employeur. « Ils prennent tout », nota Elena, y compris les résultats du test de paternité. « Parfait », murmura Zachary. Ce dossier contient non seulement les résultats ADN, mais aussi la documentation de la fraude à la fertilité de Tessa. Lorsque Reed le présentera comme preuve de mon enquête obsessive, il introduira la preuve même qui détruira le dossier de sa cliente. À l'aube, les intrus s'étaient retirés, croyant leur mission réussie. Zachary ramena Lily dans sa chambre sans la réveiller, puis rejoignit Elena pour un café sur la véranda alors que le soleil se levait sur les montagnes. « Phase 3 terminée », dit-il, regardant la lumière dorée se répandre sur la vallée en contrebas. « Maintenant, on se prépare pour le tribunal. »« Vous êtes prêts ?» demanda Elena, sa question englobant bien plus que la stratégie juridique. Zachary réfléchit. La semaine passée avait été un exercice calculé de destruction contrôlée. Le démantèlement systématique de tout ce qu'il avait construit avec Tessa en 17 ans. Pourtant, sous l'exécution tactique se cachait une douleur qu'il refusait de reconnaître, un sentiment de perte que les victoires stratégiques ne pouvaient entièrement effacer. « Je suis prêt », répondit-il finalement. « Pas pour la réconciliation, pas pour la clôture, mais pour ce qui vient ensuite. » Elena hocha la tête, comprenant. Dans leur ancienne vie ensemble au renseignement militaire, ils avaient tous deux appris que l'accomplissement de la mission n'était pas la même chose que la guérison. Certaines blessures ne se refermaient jamais complètement. On construisait simplement sa nouvelle vie autour d'elle. « Et Lily ?» demanda-t-elle doucement. « Elle connaîtra la vérité un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre. Pas la biologie, ça n'a pas d'importance, mais la confiance et les conséquences. » Le regard de Zachary resta fixé sur l'horizon. Pour l'instant, elle a besoin de stabilité, de protection, d'un père qui ne lui mentira pas. Alors qu'ils étaient assis en silence complice, son téléphone sonna avec un message de Martina Kraft. Reed a mordu à l'hameçon. Preuve présentée au juge. Audience avancée à demain. Préparez-vous pour l'acte final. La cour de la famille de Caroline du Nord était logée dans un bâtiment en briques rouges dont l'architecture traditionnelle démentait les procédures juridiques sophistiquées qui s'y déroulaient. La salle d'audience 3B, réservée aux affaires très médiatisées ou sensibles, disposait d'une sécurité renforcée, de générateurs de bruit blanc pour empêcher l'écoute clandestine et de la capacité de sceller les procédures du public lorsque nécessaire. La juge Eleanor Carson avait requis ces aménagements spécifiques pour l'affaire Monroe après avoir examiné les dépôts préliminaires. À 67 ans, avec 30 ans sur le banc, peu de choses la surprenaient, mais la nature explosive des preuves combinées aux positions éminentes des personnes impliquées justifiait des mesures exceptionnelles. Zachary arriva précisément 45 minutes à l'avance, accompagné de Martina Kraft et d'une paralégale, poussant un chariot chargé de documents méticuleusement organisés. Il portait un costume bleu marine sobre qui minimisait sa carrure athlétique et des lunettes à monture en écaille qui adoucissaient son regard pénétrant, un choix délibéré pour présenter l'image d'un père inquiet plutôt que celle du stratège calculateur qui avait orchestré la destruction de la semaine passée. Lily était restée en Caroline du Nord avec Elena, protégée à la fois par l'ordonnance de garde temporaire et par de multiples couches de sécurité. Son absence des procédures avait été arrangée avec l'approbation de la juge étant donné la nature sensible des preuves à présenter. À 9h47, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et Tessa entra, flanquée de Malcolm Reed et d'une avocate qu'il ne reconnut pas. La transformation de l'apparence de Tessa était frappante. Sa présentation habituellement impeccable était remplacée par une vulnérabilité soigneusement cultivée. Ses vêtements de créateur avaient été échangés contre un chemisier et une jupe modeste qui suggéraient une contrainte financière. Son maquillage était minimal, accentuant les ombres sous ses yeux. Reed l'avait clairement bien préparé. Chaque élément de son apparence était conçu pour communiquer le message. Voici une femme assiégée, une mère séparée de son enfant,
une professionnelle dont la vie a été injustement détruite. Zachary laissa son regard rencontrer brièvement le sien avant de détourner les yeux. Pendant un instant, sous la façade soigneusement construite, il entrevit quelque chose de sincère. Un éclair de la femme qu'il avait aimée pendant près de 20 ans, maintenant une étrangère. À précisément 10 heures, la juge Carson entra, son attitude sans fioriture établissant immédiatement le contrôle des procédures. Cette audience concerne le dossier numéro FC 241,189, Monroe contre Monroe, concernant la garde de l'enfant mineur Lily Monroe et les questions connexes. Elle commença à examiner le dossier devant elle. J'ai examiné les nombreux documents déposés par les deux parties, ainsi que les circonstances inhabituelles entourant la collecte des preuves. Avant de procéder, je veux être clair. Cette salle d'audience ne deviendra pas un lieu de vendetta personnel ou de récit médiatique. Nous sommes ici uniquement pour déterminer quel arrangement sert le mieux l'intérêt supérieur de l'enfant. Malcolm Reed se leva immédiatement. Votre honneur, si je peux m'adresser à la Cour concernant la conduite flagrante du demandeur. Vous ne pouvez pas, monsieur Reed, interrompit la juge Carson. Pas encore. Nous procéderons méthodiquement. Mademoiselle Kraft, en tant que partie demanderesse, veuillez présenter votre argumentaire pour le maintien de l'ordonnance de garde temporaire. Martina se leva, sa grande silhouette imposante dans un tailleur anthracite. Votre honneur, nous sommes prêts à démontrer, par des preuves documentées, que le docteur Tessa Monroe s'est livré à un schéma de tromperie qui la rend inapte à la garde principale de Lily Monroe. Cette tromperie inclut, sans s'y limiter, la fraude à la paternité, des irrégularités financières impliquant des fonds de soutien à l'enfant et des plans visant à retirer l'enfant de la juridiction sans la connaissance ni le consentement du père. Reed était de nouveau debout. Votre honneur, ces allégations sont non seulement fausses, mais représentent une campagne coordonnée de diffamation par un homme ayant de dangereuses connexions avec des agences de renseignement fédérales. Les preuves collectées ont été obtenues par surveillance illégale et effraction. Monsieur Reed, la voix de la juge Carson coupa son objection. Vous avez présenté ces mêmes preuves à cette cour hier, affirmant qu'elles démontraient l'enquête obsessionnelle de monsieur Monroe sur votre cliente. Vous ne pouvez pas simultanément vous appuyer sur des preuves et contester leur admissibilité. Mais votre honneur, la manière dont elles ont été obtenues, était par le biais d'un enquêteur privé agréé engagé par votre cliente, selon l'affidavit que vous avez vous-même déposé, termina la juge Carson. Son expression montrait clairement qu'elle ne tolérerait plus d'interruption. Les preuves sont recevables. Maintenant, Mademoiselle Kraft, veuillez continuer. Pendant les 2 heures suivantes, Martina présenta méthodiquement leur dossier. Preuve ADN prouvant que Zachary n'était pas le père biologique de Lily. Dossiers médicaux montrant que Tessa le savait dès le début de sa grossesse. Transactions financières documentant son détournement de fonds communs vers des comptes secrets. Et arrangement de voyage recherché pour des destinations internationales avec des accords d'extradition limités. Lorsque Zachary prit la barre, il parla avec un calme mesuré de la découverte de la trahison, de son inquiétude pour le bien-être de Lily et de sa décision de la protéger des retombées inévitables des actions de Tessa. Ma seule préoccupation est la stabilité et la sécurité de Lily, témoigna-t-il. La biologie n'a pas d'importance pour moi. Elle est ma fille dans toutes les manières qui comptent. Mais le schéma de tromperie que le docteur Monroe a démontré pose un risque sérieux pour le développement émotionnel et le sentiment de sécurité de Lily. Le contre-interrogatoire de Malcolm Reed fut agressif mais finalement inefficace. Chaque tentative de dépeindre Zachary comme manipulateur ou paranoïaque fut accueillie par une documentation qui soutenait ses préoccupations. Lorsque Reed tenta d'introduire le récit de Tessa sur la dénonciation de contrats gouvernementaux, Zachary produisit calmement des audits et des lettres de recommandation qui détruisirent complètement cet angle. Lorsque Tessa prit enfin la barre, la tension de la semaine passée se manifestait dans ses mains tremblantes et sa voix rauque. Sous les questions attentives de Reed, elle tenta de se dépeindre comme une victime du comportement manipulateur de Zachary, suggérant que ces liaisons avaient été une tentative désespérée d'échapper à une relation émotionnellement abusive. Il surveillait tout, affirma-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Mes appels, mon emploi du temps, mes amis. I me sentai spieghe. Lorsque j'ai trouvé du réconfort auprès d'autres, c'était parce que je ne voyais pas d'autre issue. Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Son témoignage aurait pu être convaincant si Martina n'avait pas été préparée exactement à cette stratégie. Pendant le contre-interrogatoire, elle démantela systématiquement les affirmations de Tessa avec des messages textes, des courriels et des enregistrements vidéo qui révélaient une réalité très différente. Tessa riant de l'ignorance de Zachary avec ses amants, planifiant des manœuvres financières pour maximiser sa position dans un futur divorce, discutant de stratégies pour minimiser ses droits de garde. La preuve la plus accablante vint sous la forme d'enregistrements provenant des propres appareils de Tessa, capturés par le logiciel espion que Zachary avait installé,
dans lesquelles elle discutait explicitement avec Roger Bell de la manière de manipuler les tests de paternité pour s'assurer que Zachary croirait qu'il était le père de Lily. J'avais besoin de sécurité, admit Tessa sous les questions implacables de Martina. Zach a des ressources, des connexions. Je savais qu'il serait un bon père. Donc vous avez délibérément trompé un homme sur sa paternité pour votre sécurité financière, demanda Martina. Ce n'était pas comme ça, insista Tessa, mais sa crédibilité était en lambeaux. Au moment où les plaidoiries finales se terminèrent, l'issue semblait inévitable. La juge Carson annonça une suspension d'1 heure avant de rendre sa décision. Pendant ce temps, Zachary resta seul dans une petite salle de consultation, refusant même la compagnie de Martina. La victoire qu'il avait orchestrée semblait creuse maintenant. La destruction systématique de la vie de Tessa, professionnelle, financière, personnelle, avait été exécutée avec précision. La carrière de Grant Whitman était en ruine. Son mariage terminé, sa réputation détruite. Roger Bell risquait la radiation du barreau et d'éventuelles poursuites pénales pour faute financière et manquement à son devoir fiduciaire. Et Tessa, la femme qu'il avait aimée, avec qui il avait construit une vie, élevé un enfant, était une étrangère révélée être une ennemie. Lorsque la cour reprit, la juge Carson rendit sa décision avec sa franchise caractéristique. Cette cour constate que l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, Lily Monroe, est servi par l'attribution de la garde légale et physique complète à Zachary Monroe. Le docteur Tessa Monroe se voit accorder des droits de visite supervisés en attendant l'achèvement d'une évaluation psychologique et de cours sur la parentalité. Les dispositions supplémentaires étaient également dévastatrices. Tessa fut condamnée à payer une pension alimentaire basée sur son revenu antérieur malgré son chômage actuel. Le partage des biens favorisa lourdement Zachary étant donné la faute financière documentée. Et une ordonnance restrictive interdisait à Tessa de s'approcher à moins de 150 mètres des résidences de Zachary ou de l'école de Lily. Alors que la salle d'audience se vidait, Tessa fit une dernière tentative désespérée d'approcher Zachary, seulement pour être interceptée par des huissiers, faisant respecter l'ordonnance restrictive nouvellement émise. « Zach, s'il te plaît » cria-t-elle, sa voix brisée. « Ne me prends pas tout. C'est ma fille aussi. » Zachary s'arrêta, regardant en arrière la femme qui avait autrefois été le centre de son monde. Pendant un instant, quelque chose d'humain vacilla sur son visage. Non pas le pardon, mais peut-être la reconnaissance de l'ampleur de ce qui s'était passé entre eux. « Tu m'as tout pris en premier, » dit-il doucement. Non pas avec colère, mais avec la finalité d'une certitude absolue. La différence est que je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais pour Lily. Il se retourna et s'éloigna, laissant Tessa en larmes dans la salle d'audience qui se vidait. Malcolm Reed, déjà au téléphone, cherchait des opportunités médiatiques pour sauver ce qui restait de sa réputation. Dehors, des journalistes s'étaient rassemblés malgré les tentatives de discrétion de la cour. Martina répondit à leurs questions avec une brièveté exercée pendant que Zachary s'éclipsait par une entrée latérale, refusant tout commentaire. Les gros titres s'écriraient d'eux-mêmes. Chirurgien éminent perd la garde de son enfant dans un scandale de fraude à la paternité. L'enquête d'éthique hospitalière s'étend au président du conseil d'administration. Avocat de renom fait face à la radiation du barreau pour trahison de client. Dans l'intimité de sa voiture, Zachary appela Helena en Caroline du Nord. « C'est fait, » dit-il simplement. « Nous rentrons à la maison. »« Lily vous a demandé, » répondit Helena. « Elle vous a fait un autre dessin. Des chevaux, encore. Dites-lui que je serai là pour le dîner. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et Helena, préparez la maison du Montana. Nous y déménagerons la semaine prochaine. » Le Montana, sa propriété réelle dans l'État, pas le nom de code, serait leur nouveau départ, loin de Washington et de ses douloureux souvenirs. Un endroit où Lily pourrait grandir entourée de montagnes et d'espaces ouverts au lieu d'intrigues politiques et d'ascension sociale. Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, Zachary ne ressentit ni triomphe ni soulagement. Juste le poids des décisions prises et de leurs conséquences irrévocables. La guerre était terminée. Les victimes étaient comptées, et la vie, d'une manière ou d'une autre, continuerait. 6 mois plus tard, la propriété du Montana s'était transformée d'un plan de secours en une maison. La maison principale, en bois et en pierre rustique avec des équipements modernes discrètement intégrés, était perchée sur une crête surplombant une vallée où les élans et les cerfs se déplaçaient librement. Lily avait commencé la maternelle dans une petite école privée de la ville voisine, se faisant des amis et s'adaptant à leur nouvelle vie avec la résilience propre aux enfants. Zachary se tenait sur la large véranda, la vapeur de café montant dans l'air frais de l'automne, regardant le soleil illuminer les pics lointains. Son activité de conseil en cybersécurité opérait désormais à distance.
Sa réputation d'efficacité impitoyable était en réalité renforcée par les rumeurs qui avaient circulé dans les couloirs du pouvoir à Washington sur la manière dont il avait méticuleusement détruit ceux qui l'avaient trahi. Helena était retournée en Virginie, son rôle dans leur transition étant achevé, bien qu'elle appelât chaque semaine pour prendre des nouvelles de Lily et fournir des mises à jour sur les conséquences qu'ils avaient laissées derrière eux. L'appel d'aujourd'hui avait apporté une nouvelle importante. Tessa a accepté un poste dans un petit hôpital communautaire en Arizona, rapporta Helena. Niveau d'entrée, pas encore de privilèges chirurgicaux, mais c'est du travail. Zachary absorba cette information sans commentaire. Il s'était interdit de suivre la déchéance de Tessa de trop près. Non pas par compassion, mais parce que l'obsession de la vengeance était un poison qu'il refusait de laisser contaminer sa nouvelle vie. Pourtant, Helena le tenait informé des développements majeurs, croyant qu'il avait besoin de clarté. Elle a terminé les cours de parentalité ordonnés par le tribunal, continua Helena. Son avocat a déposé une demande de réexamen de l'arrangement de visite. Supervisé uniquement, répondit immédiatement Zachary. Non negociable. Bien sûr. La demande reconnaît ces termes. Après leur conversation, Zachary resta sur la véranda, contemplant la nouvelle réalité qu'il avait conçue. Grant Whitman avait été inculpé pour fraude financière liée au détournement de fonds de recherche. Roger Bell avait renoncé à sa licence d'avocat plutôt que d'affronter une audience disciplinaire qui aurait exposé des détails encore plus accablants de sa faute professionnelle. Et Tessa, brillante, ambitieuse Tessa, se reconstruisait à partir des ruines.